Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire consacré à la radiologie interventionnelle dans les pathologies de la femme, gynécologiques et sénologiques. La suite, parce qu'il prend suite au webinaire sur le syndrome de congestion pelvienne. Je suis ravi de le présenter accompagné de mes collègues. Donc, je suis le docteur Léo Razak-Amanantsoa, je suis praticien hospitalier dans le service de radiologie de l'hôpital Tenon. Je suis accompagné du docteur Milan Najdaoui, qui est également praticien hospitalier dans le service de radiologie de l'hôpital Tenon, et du docteur Rémi Agbonon, qui est chef de clinique assistant dans le service. Le professeur Hélène Vernet-Kovacic, chef de service de radiologie à Montpellier, et le professeur Jean-Luc Brun, chef de service de gynécologie obstétrique à Bordeaux, ont accepté de modérer ce webinaire. On va tout de suite commencer en parlant, dans un premier temps, de la place du radiologue interventionnel dans les tumeurs mammaires, parce que c'est quelque chose que vous allez voir se développer. En tout cas, c'était à l'ordre du jour au dernier congrès de radiologie interventionnelle américain, de la Société américaine de radiologie interventionnelle. Et le radiologue interventionnel peut avoir une place dans le traitement des affections mammaires. Alors, pourquoi est-ce intéressant de traiter le sein? Pour la simple et unique raison que dans l'organe mammaire, vous savez qu'il y a une particularité de la glande mammaire, c'est que les traitements que vous allez prodiguer à la glande mammaire peuvent être responsables de séquelles esthétiques. Alors c'est le cas lorsque vous faites de la scénologie, vous le voyez, dans un traitement chirurgical, après une radiothérapie, vous pouvez avoir des séquelles esthétiques qui peuvent impacter le pronostic psychologique de vos patientes. Au fur et à mesure des années, avec le développement des machines, de la résolution de celles-ci, le développement des modalités diagnostiques, on arrive à détecter de manière plus précoce les tumeurs. On détecte probablement celles-ci à un stade initial, beaucoup plus petite, notamment avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Et puis, on a une espérance de vie qui est parmi les meilleures au monde. Et donc, on se retrouve avec des patients qui sont de plus en plus âgés. Et donc, avec un lot de comorbidités qui les rend parfois non éligibles à certaines thérapeutiques. Vous le savez, la radiologie interventionnelle a déjà une place dans la partie néoadjuvante, en tout cas dans d'autres organes, et peut-être que dans la glande mammaire, elle peut également avoir une place dans la catégorie des traitements néoadjuvants. Vous le savez déjà également qu'il y a une part de patients métastatiques et que nous, radiologues interventionnels, on peut agir au niveau de la douleur sur des lésions notamment secondaires. Alors, la glande mammaire, c'est un organe qui pour nous est relativement accessible parce qu'il est sous-cutané, il est compressible et pour nous c'est intéressant parce que c'est un organe qui ne bouge pas, qui est stable, que l'on peut fixer avec des bandes ou tout simplement en le tenant dans la main. Et puis le guidage en imagerie est fiable, c'est-à-dire que l'échographie avec sa résolution spatiale permet de voir des masses, évidemment. Et on reste dans une philosophie globale de rester de moins en moins invasive, dans une sorte de désescalade thérapeutique pour essayer au final de proposer des traitements efficaces, de plus en plus efficaces et de moins en moins morbides. Alors, quand on reprend un peu la littérature, toutes les techniques d'ablation existent, que vous connaissez, qu'elles soient par le chaud avec la radiofréquence et micro-ondes, qu'elles soient par le froid avec la cryoablation, l'électroporation et puis la macroexérèse par aspiration. Et quand on reprend un petit peu toutes les différentes techniques, deux techniques dont on va parler aujourd'hui sont la cryoablation et puis la macroexérèse. Alors, les niveaux de preuve, vous le voyez dans ce radiographique de 2021, parle d'un niveau de preuve A quand même pour le fibroadénome, et puis on en parlera un peu plus tard pour les tumeurs mammaires à niveau B, et puis la macroexérèse par aspiration à un niveau A dans le fibroadénome, et puis une indication qui est maintenant reconnue par le Collège des enseignants de gynécologie obstétrique, c'est dans le papillome intracanalaire sans atypie. Alors, la cryoablation, vous le connaissez. La cryoablation, c'est le principe de congeler. C'est-à-dire que vous avez un principe physique où vous avez un gaz qui se décomprime au niveau d'une aiguille et qui entraîne une chute de la température. Et vous allez pouvoir modeler un glaçon in vivo directement au sein de votre tumeur avec différents constructeurs qui utilisent des principes semblables ou un gaz différent, typiquement l'azote liquide, pour pouvoir congeler. La cryoablation a des effets au niveau de la cellule. Elle permet la mort cellulaire en dessous de moins 40 degrés Celsius avec une cristallisation, une fuite osmotique. En fait, l'eau va quitter les cellules, entraîner une déshydratation. On a un effet de cristallisation directe au niveau de nos cellules et puis un effet aussi vasculaire avec une lésion aux cellules endothéliales et entraînant une agrégation plaquettaire. On a un effet de nécrose de coagulation et puis une interaction également avec l'immunité, avec des phénomènes d'apoptose, un relargage de tissu antigénique qui va activer des cellules immunitaires, des cellules qui reconnaissent les antigènes, et puis une cascade derrière immunologique.
Cascade immunologique qui est intéressante parce que quelque chose que connaissent les radiothérapeutes qui s'appelle l'effet abscopal, et vous voyez un exemple qui a été publié dans la littérature. Ici, vous aviez une tumeur du sein chez une patiente pour laquelle elle a refusé tout traitement, qu'il soit chirurgical, chimiothérapie, hormonothérapie, radiothérapie. Elle a été traitée par cryoablation et ça a été publié en 2019. Et vous voyez qu'ici, il y avait des ganglions qui étaient pathologiques sans aucun geste sur les ganglions ont régressé. Et donc, l'effet abscopal, c'est le principe de traiter en fait une tumeur initiale en entraînant une cascade immunitaire dans le corps qui permet d'atteindre des zones sans les cibler directement. À l'heure actuelle, on ne sait pas comment ça fonctionne. Il y a plusieurs hypothèses en biologie cellulaire, mais c'est quelque chose qu'on cherche, évidemment, qu'on creuse pour essayer de comprendre et améliorer toutes les thérapeutiques. Alors, je vous présente un cas clinique pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Vous présentez, alors nous, on avait une femme d'une cinquantaine d'années qui était G4P2 avec 2 antécédents d'IVG et de césarienne. Cette femme, dans son bilan, donc elle venait en bilan scénologique standard, parce qu'on fait aussi, chez nous, à Tenon, du diagnostic, on est aussi scénologue, on fait aussi l'imagerie pelvienne, diagnostic, elle présentait cette masse. En fait, cette masse que vous voyez, qui est hypoécogène, qui est endocanalaire, avec un petit flux vasculaire Doppler. Et puis, cette masse a été classée BI-RADS 4A. De l'autre côté, on avait une masse rétro-aréolaire qui était circonscrite, hypoécogène, grand axe parallèle à la peau, qui a été classée BI-RADS 3. Les 2 masses ont été biopsiées, en microbiopsie sous échographie, et puis on retrouvait un papillome sans atypie, et puis à gauche, un papillome également. On discutait en réunion de concertation pluridisciplinaire l'intégralité de nos prélèvements et la prise en charge. À gauche, la lésion, elle faisait 8 mm, et donc on a proposé une macroexérèse par aspiration. À droite, on était un peu embêté parce que cette lésion, elle était extrêmement sous-cutanée, à moins de 1 mm quasiment du plan cutané. Et donc, la chirurgie, nos collègues gynécologues nous ont dit, en fait, le problème, c'est que comme elle est juste sous la peau, que c'est un papillome, la chirurgie peut être un peu complexe, avec une reconstruction esthétique derrière immédiate, et la patiente est extrêmement opposante à tout traitement non conservateur. À côté, la macroexérèse n'était pas possible parce qu'on avait une lésion qui était trop grande. Lorsqu'on fait une macroexérèse, la fenêtre d'aspiration fait 15 mm. Ici, on a une lésion qui est trop grande, donc on ne pouvait pas. Et donc, on a proposé une cryoablation sur cette lésion. Et je vous présente ça pour vous expliquer un peu la consultation. Ici, c'était mon compte-rendu de consultation. Vous savez, en imagerie mammaire, il y a quand même un impact médico-judiciaire qui est important. Et donc, il y a des choses qui sont essentielles à préciser. Les choses essentielles à préciser, c'est que vous collaboriez avec vos collègues. Donc, il faut préciser, il faut en discuter avec un chirurgien, il faut en discuter avec le médecin traitant, etc. Il faut que tous, on ait le même discours. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien expliquer les complications possibles, parce que si derrière, vous avez une complication et que vous ne l'avez pas expliqué, ou même un effet secondaire du traitement, vous ne l'avez pas expliqué, après, on va vous demander de rendre des comptes. La troisième chose, c'est que dans le sein, il y a une composante glandulaire, il y a une composante cutanée, il y a une composante graisseuse. Et lorsque vous allez congeler de la graisse, vous avez un risque de cytostéatonécrose, mais qui est comme la chirurgie, comme la radiothérapie. C'est-à-dire que vous allez retrouver votre lésion qui va devenir un nodule dur. Et donc ça, si vous ne prévenez pas vos malades, elle va venir vous voir en vous disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et puis, dernière chose, évidemment, il faut rester disponible parce que les patientes sont souvent jeunes et donc elles vont volontiers chercher des informations pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, l'étape pour une cryoablation mammaire, c'est toujours la même chose. La première étape, c'est de repérer votre lésion. Et donc, ici, on avait, lors de la première biopsie, placé un clip préalablement. Vous reconnaissez, c'est un peu trivial pour ceux qui font de la scénologie, mais vous avez un clip ring à l'intérieur qui nous permet, dans tout ce tissu, d'être sûr d'identifier bien la zone qui a été biopsiée, qui correspond au papillome intracanalaire. La deuxième étape, vous le savez, vous l'avez vu, c'est que votre lésion était collée à la peau. Donc, c'était difficile et ça, vous le connaissez. Vous utilisez des techniques d'hydrodissection, c'est-à-dire qu'avec une petite aiguille type Shiba 22 gauche, vous arrivez à introduire du liquide pour écarter. Et là, on était très content parce qu'on arrivait à faire plonger notre lésion initiale, l'écarter du plan cutané. Ensuite, vous calibrez votre aiguille. Donc, selon les constructeurs, certains ont des aiguilles qui sont fixes, qui ont la même taille, qui ont des tailles selon des abacs. Nous, on utilise des aiguilles qui ont un curseur qui nous permet de choisir la taille et on choisit une taille appropriée pour couvrir toute la lésion. Ensuite, vous introduisez votre aiguille à l'intérieur et puis vous commencez des cycles de congélation où vous allez voir apparaître cette image de glaçon à l'intérieur du sein que vous verrez très, très bien et qui vous permet de couvrir l'intégralité de la lésion en y laissant des marges. Alors, il y a une chose qui est particulière dans le sein, un peu plus peut-être que dans d'autres organes, c'est que votre lésion étant proche de la peau, il y a un risque de brûlure cutanée. C'est-à-dire que votre glaçon, s'il s'étend à la peau, vous allez entraîner une brûlure. Et donc, pour ça, vous allez utiliser un gant chauffé, alors pas trop chaud, avec du liquide que vous allez mettre à l'intérieur, du sérum physiologique chauffé, pour pouvoir à la fois maintenir une température adéquate de la peau, mais à côté de ça, vous allez continuer à hydrodisséquer en permanence pour éviter que votre lésion, en effet, que l'eau parte et que votre glaçon se rapproche
du plan cutané. Et donc, en permanence, vous allez écarter votre lésion et vous allez masser la peau pour deux raisons. La première, c'est que vous allez sentir le glaçon qui s'approche de la peau. Quand ça se met à accrocher, c'est-à-dire que, en fait, commence à avoir la peau qui est congelée. Et la deuxième chose, c'est que vous allez activer une microcirculation au niveau de votre peau et ça va permettre de diminuer les risques de brûlure cutanée. Alors, voici l'exemple. On avait notre lésion initiale sur une IRM. On voit à 2 mois l'aspect typique sur une image de soustraction en un gadolinium fatsaté. Vous avez un œdème caractéristique qui apparaît, qui est en fait votre cavité de cryoablation. On repère très bien le vide de signal qui est le clip ring, qui est à l'intérieur. On a recontrôlé à 1 an. Il n'y a plus rien. Il y a le clean ring, il n'y a rien du tout. On a quand même fait un contrôle en bilan sénologique standard. On a refait des biopsies pour être sûr qu'il n'y avait rien. Et il n'y avait rien du tout, juste un simple kyste galactophorique sans papillome, ni d'atypie et aucune conséquence esthétique pour cette patiente. L'autre lésion à gauche a été traitée d'une autre manière. Elle était plus petite, elle faisait 8 mm. Et donc, voici la lésion. On utilise un autre système qui est en fait un système de macrobiopsie sous aspiration, c'est-à-dire que c'est une aiguille comme la cryoablation, mais vous la placez à l'intérieur de votre sein en utilisant de la xylocaïne. Tout ça se fait sous anesthésie locale. Et la xylocaïne que vous utilisez, elle est particulière parce qu'elle a de l'adrénaline. Pourquoi? Parce que lorsque vous aspirez votre lésion avec une aiguille de macro, ça fait un peu plus saigner. Il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que quand on utilise de la xyloadrénalinée, attention à ne pas faire votre petite bulle sous-cutanée pleine d'adrénaline parce que vous risquez de faire vasoconstracter les vaisseaux et ensuite derrière d'entraîner des nécroses cutanées. On place l'aiguille en dessous et puis on aspire, vous mettez un clip et la lésion a disparu. Alors, si on parle des autres applications de la cryo, il faut savoir que la Société américaine de chirurgie mammaire recommande également la cryo dans les indications d'adénofibrome. Alors, évidemment, vous allez faire des biopsies pour bien vous assurer que c'est un adénofibrome, qu'il n'y a pas de composant de phylode, associé que ce n'est pas un diagnostic différentiel, que la lésion, elle fait moins de 4 cm parce qu'après, ça fait des thromboglogations et vous risquez derrière d'avoir de la cytostéatonécrose et d'autres choses. Et on voit très bien que lorsqu'on congèle notre adénofibrome, ça marche plutôt bien. L'adénofibrome diminue en taille, les symptômes disparaissent, le signal disparaît au bout de 12 mois et puis la satisfaction esthétique est bien. Je vous en parle parce que vous aurez parfois quelques patients qui viennent en fait vous voir et sont demandeuses de ce type de traitement. Alors, il y a une chose qui est très importante, c'est que votre adénofibrome, lorsque vous allez le traiter, il a tendance à grossir. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a peu de patientes qui viennent, parce que quand elles viennent en étant symptomatiques, en sentant cet adénofibrome, vous la traitez derrière, vous avez votre adénofibrome qui grossit, donc là, elle se dit, bon, en fait, vous m'avez traité, mais maintenant, la boule que je sentais est encore plus grosse. La deuxième raison, c'est que vous avez de la graisse, donc si vous faites des gros glaçons, vous avez la cytostéatonécrose. Et ça, vous avez un nodule qui se transforme en un nodule dur. Donc, c'est une des choses qui fait que pour l'instant, en tout cas en France, ça se développe beaucoup moins bien qu'aux États-Unis où chez eux, ils ont une notion de coût parce qu'ils présentent l'option chirurgicale versus la radiologie interventionnelle en mettant des factures. Donc, du coup, chez les patients, le choix peut être plus orienté. Mais évidemment, vous pouvez le faire chez les patients qui refusent tout traitement. Les tumeurs malignes, alors ils feront parler dans le cancer du sein parce qu'ils en ont encore parlé au Congrès de radiologie interventionnelle américain. Et ces sociétés savantes ne sont pas positionnées, mais la Société américaine de chirurgie mammaire s'est positionnée en disant que dans les tumeurs malignes mammaires, il commence à y avoir des données qui disent que potentiellement, il y a un intérêt et il y a une possibilité de réaliser des traitements ablatifs percutanés. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler d'un essai qui est l'essai AS3 Trial, qui a évalué en fait dans des petites tumeurs, des tumeurs du sein de moins de 1,5 cm, qui sont hormonosensibles, HER de neg. Vous voyez à plus de 5 mm de la peau avec une faible composante invasive. Ils ont exclu les lobulaires qui sont très difficiles à pouvoir bien marger parce que leur présentation, des distorsions, etc., font qu'on a du mal à les traiter. Et puis, ils ont montré globalement que ça marchait bien chez des patientes assez âgées, 75 ans, sur des petites tumeurs. Dans les tumeurs malignes, les métastases, vous le savez, ça marche, c'est-à-dire que vous êtes amené, si vous faites de la radiologie interventionnelle, des fois à traiter. Ici, on a traité une métastase de cancer du bassin, on a fait de la cryo, vous voyez que ça disparaît, on a mis une vis derrière. Dans le poumon, ici, c'était une métastase, oligométastase pulmonaire qu'on a traitée, vous voyez le contrôle, à 1 an. Donc, en fait, ces cellules, elles réagissent très bien à la cryo. Et une autre application qu'on peut avoir, c'est parfois chez les récidives. Ici, on avait cette patiente qui était suivie pour un triple négatif et on la revoit, elle revient nous voir en unité de scénologie parce qu'elle avait un ganglion, en fait, probablement, qui naissait au niveau du cou. Vous voyez ici le scanner complémentaire. On nous a demandé, en discutant avec nos collègues gynécologues et ORL, maxillofacial, de faire un peu de débulking, c'est-à-dire d'essayer de réduire la taille tumorale en faisant de la cryo, ce qui a permis derrière une chirurgie et la patiente a pu bénéficier d'une réponse complète à ce niveau-là.
La dernière chose, c'est que parfois, en tant que radiologue interventionnel, vous serez appelé pour des saignements mammaires. Donc, ça a été publié, les risques, en fait, lorsque vous faites des biopsies, lorsque vous avez des lésions mammaires. Alors, évidemment, il faut vérifier les antithrombotiques, les anticoagulants, mais parfois, ça continue de saigner. Et donc, il faut comprimer, mettre de la glace comprimée. Parfois, ce n'est pas suffisant. Et on peut être amené de temps en temps à appeler le radiologue interventionnel. Je vous présente un cas qu'on a eu à Thonon. Ici, c'était une patiente qui avait un cancer du sein à gauche avec un nodule qui était également un basal-like, hein, c'était un triple négatif, 2 heures 8 cm, et qui était enceinte et qui a refusé tout traitement, qui est partie vivre à l'étranger et puis qui est revenue en fait quelques mois, années plus tard avec une lésion extrêmement volumineuse. Donc, elle se présentait en arrivant directement de l'aéroport avec une lésion qui était extrêmement hémorragique. Et donc, la place de l'embolisation a été décrite. Hein, à l'intérieur, vous trouvez ces images. Donc, la vascularisation mammaire, vous allez la chercher, les vaisseaux anarchiques à partir de l'artère mammaire interne, mais également à partir des vaisseaux, des branches qui naissent de l'artère axillaire. Et puis, vous allez emboliser. Nous, on l'a embolisé aux microparticules, hein, avec du 700-900, avec quelques microcoils derrière pour lever justement ce saignement et puis permettre de passer le cap pour que cette patiente puisse bénéficier d'un traitement systémique. Et elle est toujours vivante. Et d'ailleurs, elle est en réponse partielle sur son traitement à plus d'1 an et demi de cette procédure. Je passe la main maintenant pour une autre application, radiologie interventionnelle, à mon collègue le docteur Najdawi qui va vous parler d'endométriose pariétale. Bonjour à tout le monde. Alors, on va rester un peu dans le spectre de la cryoablation, mais cette fois-ci pour se focaliser sur le traitement de l'endométriose pariétale. Et pour ça, je vais devoir vous parler un petit peu de l'endométriose pariétale d'un point de vue diagnostique. Alors, il s'agit de la forme la plus fréquente d'endométriose extra-pelvienne avec une incidence dans la littérature décrite entre 0,3 et 3,5%, sachant que cette incidence est probablement sous-évaluée principalement par méconnaissance du diagnostic, aussi bien par les patientes que par les cliniciens. C'est une pathologie qui a un impact majeur sur la qualité de vie parce que responsable de douleurs assez importantes. Ce sont des douleurs qui sont pariétales, hein, localisées au niveau du nodule et qui vont volontiers adopter un caractère cyclique, c'est-à-dire catéménial pendant les règles. Alors souvent, c'est pendant la première partie de cycle, mais ça peut être un peu variable. Et puis ces douleurs, elles peuvent évoluer vers des douleurs continues, notamment lorsqu'on a une atteinte du muscle. Ce sont des nodules qui peuvent être palpables, notamment lorsque ce sont des gros nodules ou alors chez des patientes un peu menues ou des nodules superficiels. Ils peuvent même réaliser donc à cet effet une voussure cutanée. Et puis, lorsqu'il y a une atteinte de la peau, là, cette fois-ci, la peau se colore, prend une coloration bleutée. On peut aussi avoir des saignements lorsqu'on a une effraction de la barrière cutanée. Et ce sont des choses qu'on voit très facilement lorsque les nodules sont de localisation ombilicale, comme vous pouvez le voir sur cette image. D'ailleurs, ces nodules ombilicales prennent un nom, ça s'appelle les nodules de Villard, et c'est pas si rare que ça. Ensuite, paresthésie, dysesthésie, prurite, ça c'est, je dirais, accessoire. Il n'y a qu'une patiente qui a présenté dans mon panel un prurite, et puis le paresthésie, c'est comme beaucoup moins fréquent. Vous voyez des exemples ici de nodules sous-jacents qui sont vus en échographie et où vous remarquez qu'on localise très bien les nodules en échographie. Ils sont assez bien visibles sous la forme de nodules hypoéchogènes, plus ou moins bien délimités. Vous voyez, il y en a un dans la graisse qui est plutôt bien délimité. Puis quand il commence à rentrer dans le muscle, la délimitation devient moins nette. Et puis une image échographique d'un nodule ombilical où quand on met suffisamment de gel dans l'ombilic, on arrive bien à isoler le nodule. On a 2 grandes causes qu'on arrive à identifier, même si on connaît pas très bien cette physiopathologie, parce que c'est une entité, encore une fois, qui n'est pas très bien connue. On arrive quand même à différencier 2 grands types, des causes iatrogènes et des causes non iatrogènes. Alors, les causes iatrogènes, en gros, c'est les cicatrices chirurgicales. Ce sont des nodules qui vont se loger au sein des cicatrices dans la paroi. Et quelle est l'intervention chirurgicale la plus fréquente chez la femme jeune? Eh ben, c'est la césarienne. Donc, assez naturellement, on va trouver ces nodules sur des cicatrices de césarienne. Et puis, pour les causes non iatrogènes, qui n'ont rien à voir avec la chirurgie, on va voir 2 localisations essentielles. Il y a l'ombilic et la région inguinale, et notamment la région inguinale droite. Et ça, c'est pour des raisons a priori anatomiques, où on a des cellules endométriosiques qui pourraient éventuellement cheminer le long d'axes anatomiques existants, en l'occurrence sur un reliquat de l'ouraque ou sur le ligament rond dans le canal de nuque, et préférentiellement à droite, possiblement par des phénomènes de flux péritonéaux. Donc, quand il s'agit d'endométriose pariétale, prédominant donc dans la paroi abdominale antérieure, hein, puisqu'on parle de cicatrice chirurgicale, mais on peut étendre ce concept à une endométriose extra-péritonéale, puisqu'on va voir qu'il existe aussi des nodules d'endométriose qui sont périnéales. Par exemple, vous avez un cas en bas à droite, hein, d'une atteinte endométriosique de la fosse ischio-anale gauche.
Donc, on n'est pas dans l'apport abdominal, mais on est sur de l'endométriose extra-péritonéale qui peut tout à fait se traiter aussi par cryoablation. Donc, la sémiologie radiologique, elle repose sur 2 modalités d'imagerie essentielles, c'est l'échographie et l'IRM. L'échographie pour son excellente résolution spatiale pour des lésions qui sont relativement superficielles finalement, et puis l'IRM parce qu'elle permet un bilan exhaustif pour rechercher l'ensemble des localisations, parce que quand on trouve un nodule, il faut toujours aller chercher le deuxième. Souvent, on peut, enfin, c'est pas souvent, mais on peut trouver un nodule, par exemple, qui est suffisamment douloureux pour aller masquer la symptomatologie d'un second nodule. On remarque avec l'imagerie qu'il existe a priori 2 formes différentes de nodules d'endométriose pariétale. Il va y avoir une forme bien limitée, nodulaire, et puis une forme plus infiltrante, moins bien délimitée, et souvent on retrouve ces atteintes-là typiquement dans les atteintes musculaires. Je vous montre ici l'exemple de ces 2 formes d'atteinte, avec à gauche une image échographique d'une atteinte nodulaire au contact du muscle grand droit droit, vous voyez la correspondance IRM, et puis vous remarquez que le muscle grand droit gauche, il n'est pas tout à fait normal, il n'a pas un signal normal, il est un peu plus en hypersignal que le muscle contralatéral, et puis il y a cette petite voussure, ces petits kystes à l'intérieur. Quand vous regardez sur les séquences T1, vous remarquez qu'il y a des spots hémorragiques, et oui, vous avez là une endométriose infiltrante du muscle grand droit gauche. Et ça, c'est très important de pouvoir l'identifier parce que c'est probablement ce nodule qui fait bien plus mal que l'autre qui est plutôt de forme nodulaire. Là, ça peut être intéressant d'injecter l'IRM parce que l'injection va vous permettre de mieux délimiter l'atteinte. Et donc là, on a une indication d'injection d'IRM dans l'endométriose, alors qu'en règle générale, les IRM pour endométriose, on ne les injecte pas. Donc, les traitements actuels, normalement, dans le traitement de référence, on commence par un traitement dans l'endométriose en général. C'est d'abord un traitement médicamenteux, un traitement hormonal qui permet de stopper les cycles et donc de stopper l'influence hormonale de ce nodule et qui va donc arrêter d'avoir son caractère cyclique. Mais ce traitement, il peut avoir ses limites. Alors, il peut tout à fait suffire pour un certain nombre de patientes et dans ce cas-là, c'est très bien. Mais il a ses limites et parfois, les patientes se plaignent quand même de douleur malgré un traitement optimal, c'est-à-dire malgré un blocage complet des cycles. Dans ces cas-là, ce qui était proposé jusqu'alors, c'était un traitement chirurgical. Alors, la chirurgie, ça semble d'un coup comme un traitement assez paradoxal parce que je vous ai dit que dans la plupart des cas, c'était une pathologie qui était secondaire à une chirurgie. Donc, on va traiter une cause on va traiter un effet par la cause, ce qui peut sembler paradoxal. La deuxième chose, c'est que pour traiter chirurgicalement le nodule, il faut passer en exérèse très large, parce que si on passe dans le nodule, on risque d'essaimer notre cicatrice, et donc la patiente va récidiver très précocement. Et donc, ça sous-entend que pour des nodules assez rapidement de taille intermédiaire, on va atterrir sur des chirurgies qui sont très délabrantes, avec des séquelles esthétiques qui sont embêtantes et parfois des chirurgies même lourdes avec des poses de plaques pour des chirurgiens gynécologues qui ne sont pas forcément très friands, on va dire, de ce genre de type de chirurgie pariétale. Donc, la cryoablation a toute sa place pour tous ces avantages qu'elle présente, et Léo vous en a déjà parlé un petit peu. Il y a un aspect ici sur lequel j'aimerais me focaliser, c'est que c'est un traitement qui peut être proposé en ambulatoire. Pourquoi? Parce qu'on peut faire ce traitement, on peut le faire sous sédation. D'ailleurs, vous allez voir nos résultats. Nous, on le fait quasiment maintenant tout le temps sous sédation, avec de l'anesthésie locale. C'est un traitement qui peut tout à fait être envisagé en ambulatoire et donc qui coche à peu près toutes les cases du virage ambulatoire. Et donc ça, c'est très intéressant. Accessoirement, et c'est pas un avantage, c'est pas un des moindres avantages, ça n'entraîne pas de cicatrice, d'accord, sur la paroi. Donc ça, c'est très important esthétiquement pour les patientes. Et puis, bien évidemment, on peut traiter plusieurs nodules simultanément si votre machine le permet. Donc, les modalités de guidage qu'on utilise, ça va être l'échographie essentiellement parce que c'est une modalité très pratique pour sa résolution spatiale et temporelle. Mais très rapidement, quand on va vouloir contrôler les glaçons en profondeur, on va sceller du scanner pour pouvoir délimiter en profondeur l'extension du glaçon. Donc, les principales complications qu'on va observer, c'est des complications cutanées en superficialité. Léo vous en a déjà parlé. Donc, c'est les brûlures cutanées qui sont généralement, quand elles surviennent, des brûlures au second degré. Et quand vous en avez, en règle générale, puisque vous avez vu le glaçon arriver, c'est que vous les avez voulu. Ça peut se faire, mais ça doit se faire de façon très encadrée et pour des raisons très précises et très motivées. Sinon, les complications en profondeur, ça sera des complications digestives. Ces complications, elles peuvent être immédiates ou alors retardées, parce que Léo vous l'a dit, la cryoablation, c'est très pourvoyeur de phénomènes inflammatoires très importants et on peut avoir des complications retardées sur de la cryo. Et puis enfin, les complications nerveuses, sur la paroi abdominale antérieure, ce n'est pas trop un sujet. Par contre, sur des localisations inguinales ou sur des localisations périnéales, là, il va falloir faire très attention aux nerfs et ne pas oublier que dès -5 degrés, c'est-à-dire a priori, dès que le glaçon commence à toucher, même s'approche du nerf, il commence déjà à y avoir des lésions nerveuses. Et donc, il faut être très prudent.
Donc là, je vais vous présenter les résultats de notre cohorte qu'on a suivi ici à Thonon. Donc, on vient de sortir le papier dans JV hier. Donc, une cohorte de 42 patientes avec 47 lésions traitées entre 2017 et 2022. Et on a évalué sur cette cohorte de patientes qu'on a traitées par cryoablation la douleur, parce que c'était le principal symptôme dont elles se plaignaient. On a aussi également évalué la qualité de vie. Donc, pour ce qui est de la caractéristique des nodules, c'est assez classique, un nodule en moyenne de 28 mm, essentiellement sur des cicatrices de chirurgie, ça on l'a vu. Et puis pour ce qui n'était pas les cicatrices de chirurgie, on avait 17% de localisation ombilicale et 4% de localisation inguinale droite. Les traitements se faisaient majoritairement en ambulatoire, je vous l'ai dit. À l'époque, on avait 66% d'ambulatoire. Aujourd'hui, c'est quasiment 100% qu'on fait. 43%, donc presque la moitié sous hypnose, sédation, anesthésie locale, et l'autre moitié, et il y avait un peu plus d'anesthésie générale à l'époque. On a inversé ce rapport aujourd'hui, on fait beaucoup plus de sédation, anesthésie locale aujourd'hui, et puis on cédait dans 55% des cas de l'échographie seule, lorsque on avait un nodule vraiment dans la graisse sous-cutanée et qu'il n'y avait pas de risque en profondeur. À partir du moment où on a envie de contrôler en profondeur, on va bien sûr céder du scanner. L'hydrodissection était réalisée dans 100% des cas et dans un tiers des cas environ, on faisait une carbodissection, ce qui veut dire qu'on utilisait le scanner. Donc, pour ce qui est des résultats, on a une échelle visuelle analogique, donc de la douleur qui drop de 8 sur 10 avant le traitement à 0 sur 10 en médiane au dernier suivi. Donc, les résultats, ils sont extrêmement significatifs enfin, je veux dire, il n'y a pas de discussion sur l'efficacité de ce traitement. On a un suivi qui est au maximum de 3 ans, mais bien sûr, la technologie se développe et les centres s'y mettant de plus en plus, on va pouvoir avoir des suivis de plus en plus longs, mais il n'y a aucune raison a priori pour qu'il y ait des rechutes après 3 ans. En ce qui concerne la qualité de vie, assez naturellement, la douleur allant avec la qualité de vie, on a des résultats sur la qualité de vie qui sont excellents, avec des patientes qui cochent le meilleur score en médiane sur la qualité de vie, se sentant vraiment améliorées, très améliorées après le traitement. En ce qui concerne les complications, et là, ça va être très important d'aborder les complications et les récidives. Donc, les complications, la réelle complication qu'on a eue, c'était une patiente chez qui on a fait brûlure cutanée et une fistule digestive traitée par surveillance médicale, en fait, antibiothérapie surveillance, pas de chirurgie. Et c'était une patiente un peu particulière qui avait une atteinte de 10 cm sur 10 cm avec des adhérences digestives. Le risque digestif était extrêmement élevé, mais on a pris ce risque parce qu'elle n'était pas opérable et qu'elle avait un impact sur sa qualité de vie qui était majeur. Et donc, elle était très demandeuse de traitement. Et donc, finalement, c'était un mal pour un bien pour cette patiente. En ce qui concerne les autres patientes, il y avait une brûlure cutanée au second degré, qui est une brûlure cutanée qu'on a cherché à avoir à cause d'une atteinte cutanée. Donc, on a défini comme une complication, mais c'était quelque chose d'attendu. Et puis, pareil pour la lésion nerveuse du nerf fémoro-cutané chez une patiente qui avait déjà un nodule qui envahissait ce nerf-là. Donc, assez naturellement, quand on fait le traitement et qu'on sait que le nerf passe par là, qu'on sait qu'il est atteint, on sait déjà qu'on va atteindre le nerf, mais c'était finalement presque le but du traitement. Et puis, il y a 2 complications, des paresthésies en regard de la zone d'ablation, qui sont des complications qui peuvent survenir à court, moyen et éventuellement long terme, mais qui sont sur des petites surfaces chez 2 patients, 2 cm² et qui sont considérées par elles comme non gênantes. Et chacune de ces patientes avait des PGIC, donc des scores de qualité de vie qui étaient très bons. Pour ce qui est des récidives, on a eu 3 patientes qui ont récidivé, mais qui ont été reprises par cryo, donc 2e séance de cryo, et chez qui ça a fonctionné avec des index sur la qualité de vie qui sont excellents. Il y a une patiente qui a récidivé, je vais vous présenter ce cas juste après, mais c'était en fait pas vraiment une récidive, c'était un nodule situé à côté d'un premier nodule qu'on avait traité qui avait grossi parce qu'en fait on ne l'avait pas traité. Donc il a été considéré comme une récidive dans l'étude, mais on s'est rendu compte après l'étude, enfin pas après l'étude, mais après l'analyse des résultats que ce n'était pas vraiment une récidive. Pour ce qui est des patientes qui ont été opérées au décours, effectivement, donc 3 patientes qui ont été opérées au décours, mais dont 2 patientes présentaient une disparition des douleurs. Et il y en a une qui a été opérée parce qu'elle voulait ne plus sentir son nodule, qu'elle palpait toujours après la cryoablation, et une deuxième patiente qui saignait toujours du nodule sans douleur et qui voulait donc une intervention pour que ces saignements arrêtent. Et enfin, une dernière patiente qui, elle, on peut la considérer vraiment comme un échec de la cryoablation parce qu'il y avait une diminution insuffisante de la douleur et donc qui a bénéficié de la chirurgie.
Donc, je vous montre le cas d'une patiente assez rare, hein, même exceptionnelle, qui présentait 4 nodules d'endométriose ombilicale a priori, très bien visibles en IRM et en échographie avec leur correspondance, comme vous pouvez le voir, avec une douleur cotée à 9 sur 10 et donc un impact majeur sur la qualité de vie. On positionne les aiguilles de cryo sous échographie pour ces nodules, sans trop de difficulté. Pour les nodules qui sont en profondeur, on effectue une hydrodissection. Alors, l'hydrodissection, on l'a fait entre le fascia transversalis, qui est le fascia profond du muscle grand droit, et le péritoine, qui permet d'éviter que le liquide tombe dans la cavité péritonéale, mais on remarque que ce n'est pas suffisant pour éloigner cette anse grêle, et donc on va décider de mettre du gaz à la place, et donc de faire une carbodissection dans cet espace, le gaz étant un meilleur isolant thermique. Ça nous a suffi pour faire ce traitement en toute sécurité. Et puis on se rend compte qu'à 1 an, on a un résultat qui est tout à fait satisfaisant sur les nodules traités, mais la patiente a présenté donc des récidives de douleur pariétale, et c'était une récidive en réalité sur des nodules qui n'avaient pas été traités. On les voit, il y avait un nodule ici et puis un autre nodule ici, un peu plus en profondeur. De la même façon, donc ils ont été traités de la même façon par cryo. Et puis, il y avait une 7e atteinte, qui est cette fois-ci une atteinte donc, plutôt médiane, une atteinte plutôt infiltrante, avec une ventrofixation de l'utérus. Et c'était une atteinte un peu plus compliquée à traiter et pour laquelle je vais vous montrer une technique qu'on a faite, qui est pas du tout une technique qu'on utilise fréquemment, mais qui peut être une arme qu'on peut utiliser. C'est la mise en place d'un ballon, en fait, là en l'occurrence c'était un Atlas Gold qu'on a mis, gonflé à l'air, qu'on a mis en interface entre une anse grêle et puis l'aiguille de cryo. Et vous voyez ici qu'avant, on avait cette anse grêle qu'on n'arrivait pas à écarter de l'aiguille de cryo, et en mettant notre ballon en interface, on arrive à l'écarter suffisamment pour que le glaçon qui va avoir cette forme-là puisse être réalisé en sécurité. Donc ça, en fait, on a mis un introducteur en fait, pour essayer de positionner ensuite le ballon. Voilà, donc j'en ai fini. Je vais passer la main à mon collègue Rémi, qui va vous parler de l'embolisation des artères utérines. Merci beaucoup. Oui, on va parler de pathologie vasculaire. C'est un thème qui n'a pas grand-chose à voir, si ce n'est que c'est aussi une pathologie des femmes. Donc, voilà, je vous parlais des embolisations des artères utérines. Dans quelle situation on embolise les artères utérines? Il y a 2 grands cadres. Il y a celui de l'embolisation programmée, très principalement pour les patientes qui ont des myomes utérins, mais on peut aussi emboliser les patientes qui ont de l'adénomiose, on en reparlera un peu tout à l'heure. Et puis dans les situations d'urgence, toutes les pathologies qui peuvent faire saigner les patientes sont susceptibles d'être traitées par embolisation, depuis les myomes à l'hémorragie du postpartum primaire ou secondaire sur une tumeur rétentionnelle trophoblastique, les malformations, les fistules artério-veineuses, les cancers du col, les cancers utérins. On peut emboliser dans toutes ces situations-là. Aujourd'hui, on va parler des myomes et surtout des myomes, parce que dans les 15 minutes qui me sont imparties, il faut bien sélectionner cette thématique. Donc, le myome, qu'est-ce que c'est? C'est une tumeur bénigne extrêmement fréquente. C'est la tumeur bénigne la plus fréquente de la femme en âge de procréer. C'est symptomatique chez une patiente sur 2. Ça produit un syndrome de masse, donc ça provoque de la douleur, de la pesanteur pelvienne. Ça retentit sur les organes adjacents, donc on peut avoir des troubles mictionnels, des troubles du transit. Les myomes, ça fait saigner également, donc les patients peuvent avoir des ménométrorragies qui sont invalidantes, qui sont responsables de syndrome anémique, voire qui peuvent provoquer des véritables syndromes hémorragiques. Et puis, ça peut entraîner des troubles de la fertilité, notamment parce que ça déforme la cavité utérine. Comment on traite les myomes? Il y a plusieurs paliers de traitement. Le premier palier, il est toujours médicamenteux. Ce sont des traitements qui sont hormonaux pour la plupart, avec le stérilet à la progestérone, des pilules, des agonistes de la GnRH, des modulateurs des récepteurs de la progestérone. L'ensemble de ces traitements sont donc hormonaux, avec parfois des conséquences métaboliques, et surtout, ils ont pour la plupart un effet suspensif sur les symptômes, c'est-à-dire que si on arrête le traitement, en général, les symptômes reprennent. Le deuxième palier, c'est celui du traitement conservateur, donc au premier rang desquels la myomectomie, donc le traitement chirurgical qui consiste à préserver l'utérus en retirant le myome ou les myomes qui sont responsables des symptômes. Donc une myomectomie, ça se fait par voie hystéroscopique ou en célioscopie selon la topographie du myome. La radiologie interventionnelle se positionne ici sur ce palier du traitement conservateur avec l'embolisation des artères utérines, dont on va parler. Et il existe également une technique d'ultrason focalisé dont je ne parlerai pas parce qu'on n'en a pas l'expérience. Et puis, quand ces traitements sont impossibles ou échouent à résoudre la problématique, il existe un traitement radical qui est l'hystérectomie totale.
Donc, qu'est-ce que c'est que l'embolisation des artères utérines? C'est un traitement pour lequel on a maintenant bientôt 30 ans de recul et qui consiste à dévasculariser l'ensemble des myomes utérins en embolisant avec des particules, des microparticules, de façon bilatérale les artères utérines. Et on obtient une dévascularisation de ces myomes et ils vont ainsi moins saigner et également diminuer en taille. Donc, on a une action sur les deux composantes symptomatiques principales. Donc, comment on planifie une embolisation des artères utérines? D'abord, la patiente doit consulter. Elle doit consulter un radiologue parce qu'on ne peut pas envisager de faire un traitement de radiologie interventionnelle chez une patiente qui nous est référée sans l'avoir vue en consultation. Le radiologue est responsable des explications qui lui sont dues, des explications sur les suites attendues du traitement, sur les complications éventuelles. Donc, on ne traite pas une patiente qui nous est référée sans l'avoir reçue en consultation. De la même façon, on ne traite pas une patiente, enfin, de mon point de vue en tout cas, mais je pense que ça fait consensus, on ne peut pas traiter une patiente qui n'est pas vue ou suivie par un gynécologue. Le gynécologue, c'est le référent, le spécialiste d'organes qui va examiner la patiente, qui va lui présenter les alternatives thérapeutiques à l'embolisation. Et voilà, donc il ne faut pas traiter les patientes dans son coin sans qu'elles aient de gynécologue référent et sans qu'elles aient un choix éclairé avec les différentes alternatives thérapeutiques, un traitement médical qui a été bien conduit et qui est jugé insatisfaisant. Voilà, ça c'est fondamental. Et la patiente va voir un médecin anesthésiste parce que l'embolisation se fait en sédation ou avec une anesthésie générale. On ne peut pas faire une embolisation sans médecin anesthésiste. Et par ailleurs, un protocole de gestion de la douleur péropératoire et post-opératoire doit être formalisé quand on a ce type d'activité. Ça ne peut pas être improvisé parce que c'est vraiment une des conséquences du traitement. Il y a de la douleur en post-opératoire et quand on s'en occupe bien, avec une sédation qui est bien faite, avec un protocole d'analgésie post-opératoire, voire avec des modalités d'analgésie complémentaires, on travaille bien quand on fait ça et c'est quelque chose qui ne doit pas être improvisé. On planifie l'intervention avec une imagerie pelvienne. Donc, la cartographie des myomes, ça se fait par IRM. Ça permet de les localiser. Donc, quand on localise les myomes, on peut éliminer les quelques contre-indications qui sont relatives, par exemple le myome sous-séreux pédiculé ou le myome intracavitaire, qui peuvent se compliquer au décours d'une embolisation qui serait faite de façon isolée. Et puis, l'IRM, elle permet aussi de caractériser les myomes parce que toutes les tumeurs utérines myométriales ne sont pas des myomes, il y a des cancers de l'utérus. Et donc, quand on n'a pas des caractéristiques typiques en imagerie de myomes, il ne faut pas emboliser, en tout cas en pensant qu'on embolise des myomes. Donc, l'IRM permet cette caractérisation. Les contre-indications, en tout cas quelques contre-indications que j'ai citées, c'est la grossesse évolutive. Enfin, ça paraît évident, mais il faut quand même s'en assurer. Le cancer, on a parlé des localisations. On pourrait citer aussi l'infection génitale haute, qui est une contre-indication à l'embolisation des myomes. Sur cette IRM, vous avez un utérus polymyomateux avec un signal typique des myomes. Les radiologues connaissent ces images. Quelle est l'anatomie des artères pelviennes et de l'artère utérine? L'artère utérine, c'est une artère c'est une branche de division de l'iliaque interne. On voit sur ce schéma anatomique du néter qu'il y a beaucoup de branches de division de l'iliaque interne. On reconnaît cette artère utérine parce qu'elle a deux caractéristiques particulières. D'abord, elle a un trajet un peu particulier. Elle a une portion première qui est pariétale dans la paroi pelvienne, qui est descendante. Elle a une portion secondaire qui est paramétriale. Elle chemine dans le paramètre, elle est horizontale, elle croise l'urtère. Et puis enfin, elle a une portion ascendante qui est mésométriale dans la paroi de l'utérus. Donc, on reconnaît l'artère utérine d'abord parce qu'elle a cette forme concave vers le haut, et puis aussi parce que c'est une artère qui a la particularité d'être très tortueuse, et ça, c'est parce qu'elle accompagne la croissance de l'utérus dans une situation de grossesse, et donc pour ça, elle a une grande réserve de croissance, et donc on la reconnaît en artériographie de par son caractère très tortueux, ce qui n'est pas le cas des autres artères de branches de division de l'iliaque interne. Cette artère utérine, elle a beaucoup de collatérales et elle a beaucoup de collatérales et d'anastomoses. On voit sur ce schéma anatomique qu'elle donne des branches à destinée du vagin et de la vessie. Elle donne des branches à destinée du col. Elle s'anastomose avec une artère du ligament rond et elle s'anastomose également avec l'artère ovarienne dans le ligament utéro-ovarien. Ça, c'est quelque chose que nos collègues chirurgiens connaissent très bien, puisque quand on réalise une hystérectomie, on doit ligaturer les vaisseaux à plusieurs endroits pour avoir une bonne hémostase. Donc, le point numéro 1, c'est l'artère utérine dans sa portion mésométriale.
Le point numéro 2, c'est le ligament rond, parce qu'on a dit qu'il y avait une artère du ligament rond qui pouvait participer à la vascularisation du myomètre. Et puis, on ligature le ligament utéro-ovarien pour s'affranchir de la vascularisation de l'anastomose avec l'artère ovarienne. Comment on embolise concrètement? C'est un cathétérisme qui est artériel. On peut faire un abord par voie fémorale ou par voie radiale. La voie radiale présente l'intérêt de faciliter les prises en charge ambulatoires des patientes. C'est à la discrétion du médecin et de son organisation. Le choix du cathéter, il est également libre. Nous, on aime bien utiliser ce cathéter UAC, qui est un cathéter qui est dédié au cathétérisme des artères pelviennes par voie fémorale. On utilise un microcathéter pour cathétériser sélectivement l'artère utérine, et puis on embolise de façon bilatérale les artères utérines avec des microparticules calibrées. Ça, c'est des choses qui font consensus auprès des sociétés savantes de radiologie. Donc voilà comment ça se présente en artériographie. On a sur l'image de gauche une image de face, sur l'image de droite une image avec une inclinaison de notre arthroscopie. Donc, on voit quand on injecte du produit de contraste dans l'artère iliaque interne, qu'on connaît une artère qui est tortueuse, qui présente ce parcours concave vers le haut dont je parlais tout à l'heure, et puis on voit la vascularisation des myomes, on voit les vaisseaux qui encorbellent les myomes et qui ont cet aspect vraiment encorbellé. Et quand on incline notre arthroscopie, on dégage un peu mieux sur l'image de droite le parcours de l'artère utérine, et ça nous permet de comprendre comment la cathétériser. Et donc voilà à quoi ça ressemble une embolisation, c'est simple. On positionne notre cathéter dans l'artère utérine de façon suffisamment distale pour s'affranchir de certaines anastomoses, dont on parlera tout à l'heure. Et sur l'image de droite, qui est une image post-embolisation, on voit qu'on a commencé, enfin on a bientôt terminé d'ailleurs, de dévasculariser après injection des microparticules les myomes utérins alimentés par l'artère utérine. On voit qu'on a une bien moindre opacification de l'artère utérine. Donc, ça, c'est comment emboliser, comment bien emboliser maintenant, comment améliorer sa technique d'embolisation. Ce qui est fondamental, c'est de connaître l'anatomie vasculaire. Donc, l'ensemble de ces anastomoses doivent être connues, doivent être reconnues quand on fait de l'embolisation pour éviter les embolisations non cibles et pour savoir parfois changer son fusil d'épaule et reconsidérer la façon de traiter. La première des anastomoses, c'est une anastomose qui est intra-utérine, droite-gauche. Donc, quand on embolise, quand on fait une artério sélective dans l'artère utérine, ici, ce qu'on voit sur cette image, c'est que par des anastomoses droite-gauche, en fait, on opacifie l'artère utérine contralatérale. Le corollaire de ça, c'est qu'en général, ceux qui font de l'embolisation en ont l'expérience. Quand on embolise, en général, on commence par le côté gauche, et puis quand on passe du côté droit, il y a beaucoup moins de billes à injecter pour obtenir un résultat satisfaisant, et ça, c'est parce qu'on a fait la majorité du travail par un côté grâce à ces anastomoses droite-gauche. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi en artériographie? Une artère dont on essaie de s'affranchir et qu'on essaie de ne pas emboliser, ce sont les artères cervico-vaginales. Donc, ici, sur cette image d'embolisation de l'artère utérine droite, on voit qu'à gauche, initialement, on ne voit pas l'artère cervico-vaginale. Et sur un contrôle itératif après embolisation à mi-chemin, en fait, on voit une artère ici descendante modélisée par une petite flèche orange, je crois que vous la voyez. Cette artère, c'est une branche à destinée cervico-vaginale, c'est une artère non cible, on ne veut pas l'emboliser parce qu'elle ne vascularise pas de myome. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention, il faut essayer de ne pas refluer dedans ou alors repositionner son microcathéter. En tout cas, voilà, c'est une artère cervico-vaginale qu'il faut savoir reconnaître en artériographie. Ici, chez cette patiente de 36 ans de l'UIGEST et qui avait un désir de grossesse manifeste et ferme en consultation, qu'on embolisait pour le coup pour de l'adénomyose. Sur le bilan angiographique initial, on reconnaît l'artère utérine gauche ici, qui est à nouveau tortueuse avec son parcours caractéristique. Et puis quand on est en cathétérisme sélectif, ce qu'on opacifie ici, ce qu'on identifie, c'est un shunt de gros calibre. Enfin, c'est pas un shunt, c'est une anastomose qui est connue, qui est physiologique, mais qui ici est de gros calibre. Et on voit qu'on opacifie l'ovaire et l'artère utérine, l'artère ovarienne, pardon. Donc ça veut dire que chez cette patiente, on a préféré ne pas emboliser cette artère parce qu'il y a plusieurs options. On peut surcalibrer ces particules, on peut essayer de positionner un coil ici qui permet de rediriger le flux exclusivement dans l'artère utérine, et on n'a pas réussi à positionner le coil, on a fait le choix de ne pas la traiter.
Chez une autre patiente qu'on embolisait pour des myomes, c'est une image que je vous ai déjà montrée à gauche, dans l'artère utérine, enfin en tout cas dans l'artère iliaque interne droite, lorsqu'on opacifie, on n'identifie pas clairement notre artère utérine habituelle. On a beaucoup de branches qui descendent qui descendent plus bas que l'utérus autour de la vessie. Donc ici, c'est une image inclinée, ici, c'est une image de face. Donc on n'a pas bien compris cette image. Dans ces situations, on peut réaliser un 3DCT, c'est une acquisition, pour ceux qui ne connaîtraient pas, une acquisition 3D, ça permet d'obtenir des images d'équivalent scanner, en tout cas des images, une imagerie en coupe, et on voit qu'en fait, cette artère, ce n'était pas une artère utérine stricto sensus, mais c'était vraiment un plexus qui vascularisait à la fois la vessie, et ici vous avez une opacification de la paroi de la vessie, et puis en distalité des myomes utérins, mais on n'avait pas la possibilité de cathétériser sélectivement la portion vasculaire qui alimentait les myomes. Donc à nouveau, on n'a pas eu le choix de ne pas traiter cette artère. Ici, une toute autre situation, chez une patiente de 50 ans qui présentait un véritable syndrome hémorragique sur des ménométrorragies à cause de myomes. Donc chez cette patiente, on réalise en urgence une embolisation des artères utérines. Donc ici, à droite, on embolise les artères utérines droite et gauche sans particularité. Et puis au décours de l'embolisation, elle continue de se déglobuliser, le rendement transfusionnel est mauvais, donc ça veut dire que notre traitement est inefficace ou incomplet. On réalise un enjeu scanner abdominopelvien et puis on constate chez cette patiente qu'il y avait une très importante augmentation de taille des artères ovariennes et que ces artères ovariennes vascularisaient le fond et même le corps utérin. Donc, chez cette patiente qui avait 50 ans, qui n'avait pas du tout de désir de grossesse et puis qui était dans une situation hémorragique grave, on a décidé d'emboliser les artères ovariennes. Et donc, on a obtenu une hémostase correcte après l'avoir reprise et après avoir embolisé les artères ovariennes de nouveau avec des microparticules. Donc, on voit que selon les situations, selon l'âge de la patiente, selon son désir de grossesse, on peut être amené soit à préserver de façon très, 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 très précieuse la vascularisation ovarienne ou dans cette autre situation, à emboliser l'artère ovarienne, ça dépend vraiment de la situation. Ça, c'est une image issue de la littérature parce que j'en ai jamais rencontré, mais on a vu qu'il y avait le ligament rond qui participait parfois à la vascularisation de l'utérus, et donc il existe chez certaines patientes une branche qu'on peut voir en artériographie, qui naît cette fois de l'iliaque externe et pas de l'iliaque interne, et donc une branche de l'iliaque externe de l'épigastrique inférieur, un rameau de l'épigastrique inférieur qui va vraiment vasculariser le ligament rond. Et donc ça peut aussi être une situation dans laquelle, dans une embolisation pour des saignements, on n'a pas un contrôle suffisant des saignements, ou quand on fait une IRM de contrôle, on n'a pas complètement dévascularisé ces myomes. Et ça, c'est parce qu'il reste une vascularisation, une composante vasculaire qui est non pas issue de l'iliaque interne, mais de l'iliaque externe. Donc c'est pareil, c'est une variante anatomique à connaître. Comment améliorer sa technique aussi? Eh bien, l'analgésie, on a dit que c'était très important. Les patientes ont mal après les embolisations et tout ce qui peut participer à leur analgésie péropératoire et aussi post-opératoire doit pouvoir être mis en œuvre. Donc, ça, c'est une étude canadienne qui a été publiée qui décrit la réalisation d'un bloc du plexus nerveux hypogastrique. Ce n'est pas quelque chose qui est compliqué à faire, et on ponctionne par voie antérieure et on se met en regard du corps vertébral de L5, c'est en dessous de la bifurcation iliaque. Et après s'être assuré que c'est un bloc anesthésique comme on peut le faire, c'est le même type d'intervention que les infiltrations. Après s'être assuré qu'on n'est pas en intravasculaire, on injecte du produit d'anesthésie, et les résultats de cette étude sur l'analgésie péropératoire et post-opératoire sont vraiment très intéressants et doivent inciter à les réaliser. Donc l'embolisation, c'est bien, mais quelle est l'efficacité de l'embolisation par rapport à la myomectomie? Il faut que je me dépêche. Il y a cet essai qui a été publié en 2020 et qui a beaucoup fait parler et qui comparait l'efficacité de l'embolisation par rapport à la myomectomie sur les symptômes des patientes en rapport avec les symptômes en rapport avec les myomes. Donc, les résultats à 2 ans de cet essai étaient statistiquement significatifs en faveur de la chirurgie. Donc, ça a fait beaucoup dire que la myomectomie était vraiment beaucoup mieux que l'embolisation des artères utérines. Du point de vue des radiologues, je pense que l'effet était statistiquement significatif en faveur de la myomectomie, et cependant, il était très modéré en termes d'intensité. On avait une différence de 8 points sur une échelle de qualité de vie qui était de 100 points.
En tout cas, voilà, cet essai a fait dire que la myomectomie était supérieure. Pour information, les résultats à 4 ans de cette même étude ne montraient plus de différence sur la qualité de vie. Il faut être modéré, il ne faut pas penser que ça veut dire que l'embolisation, finalement, on est sûr qu'elle est équivalente à la myomectomie parce que à 4 ans, il y a beaucoup de patientes, notamment embolisées, qui avaient été finalement opérées soit par myomectomie, soit par chirurgie. Donc, le critère de jugement principal de cette étude devenait un peu difficile à considérer à 4 ans avec beaucoup de facteurs confondants. Un critère de jugement secondaire, j'en ai bientôt terminé, mais un critère de jugement secondaire important de cette étude, parce que c'est un sujet important, c'est celui de la fertilité après embolisation. Et on relevait aucune différence en termes de survenue de grossesse, en termes de survenue de naissance viable et de fausse couche entre les patientes opérées par myomectomie et les patientes embolisées. Alors, quid de l'adénomiose? Qu'est-ce que c'est que l'adénomiose? C'est une autre pathologie bénigne qui produit des dysménorrhées et des ménorrhagies. Il s'agit d'une invasion bénigne du myomètre par du tissu endométrial, qui peut être une invasion par du tissu endométrial, oui, qui peut être superficielle ou profonde, focale ou diffuse. Ça s'explore également par échographie ou par IRM. Ça, c'est une image d'adénomiose profonde qui est corporeale postérieure du myomètre. Donc, est-ce qu'on peut faire de l'embolisation pour l'adénomiose? La réponse, c'est oui. On obtient des bons résultats qui sont certes moins bons que les résultats sur l'embolisation des utérus polymyomateux, mais en tout cas, on obtient des résultats et il y a un soulagement maintenu à long terme chez quasiment 3 patientes sur 4 qui sont embolisées avec de l'adénomiose pure pour le soulagement de leurs symptômes, qui est partiel ou complet dans le résultat de cette méta-analyse. Donc, ça doit faire partie de l'arsenal thérapeutique qui doit être en tête des médecins gynécologues, notamment qui voient les patientes. Les alternatives, c'est pareil, l'adénomiose, on traite d'abord de façon médicamenteuse, ensuite on peut proposer des traitements chirurgicaux qui sont conservateurs de l'utérus, mais en fait, il y a beaucoup de patientes qui sont hystérectomisées pour l'adénomiose, et donc l'embolisation se positionne un cran en dessous de l'hystérectomie, c'est un traitement conservateur, et donc il est vraiment intéressant de pouvoir le proposer. Si on peut soulager 3 patientes sur 4 avec de l'embolisation, c'est vraiment une alternative thérapeutique qu'il faut considérer. Je vais conclure pour tout le monde, ou alors Léo, tu veux reprendre la parole? Vas-y, je t'en prie. Donc, j'espère que vous avez vu différentes applications qui vont vous donner envie de faire de la radiologie interventionnelle pour la santé des femmes. Donc, je vous ai présenté très brièvement, hein, sachant que chaque topo peut en lui-même faire l'objet d'un topo d'une heure. On vous a présenté un peu les thérapeutiques mini-invasives, dont cette option de désescalade, en fait, de prise en charge des tumeurs mammaires. On vous a présenté la cryoablation dans la localisation d'endométriose pariétale, un traitement qui se développe et on encourage tout le monde dans toute la France à se mettre à ce traitement. Et puis, mon collègue Dr Abonon vous a rappelé les connaissances anatomiques, vous donner quelques tips sur la prise en charge des artères utérines avec une brève entrevue des indications. Et si on a 2 messages essentiels à passer pour conclure cette présentation, c'est de bien dialoguer à la fois avec vos patientes, parce qu'elles vous attendront à ce niveau-là, mais aussi avec vos confrères, parce qu'il faut de plus en plus personnaliser les indications. Vous avez vu dans toutes ces indications et tout ce webinaire qu'on traite vraiment quelqu'un avec une indication extrêmement précise. Et il ne faut pas hésiter à combiner les traitements entre eux, à discuter de l'option chirurgicale, de l'option radiologique interventionnelle, de l'option médicamenteuse. Et on terminera en disant, n'oubliez pas de gérer, entre parenthèses, le service après-vente, parce que en tant que radiologue interventionnel, on soigne avant, on soigne pendant et on soigne après. Merci de votre attention. La parole au modérateur. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui veulent commencer. Moi, je veux bien parler du dernier topo puisqu'il est assez récent. Je pense que c'est un challenge de parler en 15 minutes de toutes les embolisations et dans toutes les conditions. Je voudrais d'abord vous féliciter pour votre enthousiasme. Vous êtes très jeune et vous êtes très fasciné par les aspects techniques. Je sais ce qui vous intéresse, même si vous dites qu'il faut dialoguer avec les patients. Ce qui est clair, c'est qu'il y a plusieurs traitements possibles pour chaque patiente et que ce que compte la patiente, le type de fibrome qu'elle a ou d'adénomiose, etc., rentre en jeu. Je voudrais juste amener quelques éléments sur, je sais que c'est les aspects techniques qui vous intéressent beaucoup, sur toutes ces variantes que vous nous avez montrées avec ces risques liés à l'embolisation. D'abord, c'est très rare.
C'est très rare qu'on soit amené à pas pouvoir emboliser des fibromes. Dans ces pathologies qui sont les plus fréquentes, c'est très rare. Je voudrais dire quelque chose, c'est que quand on est dans une artère utérine et qu'on injecte un peu fort, on voit toujours l'artère ovarienne qui remonte, etc. Et quand on est en flux bloqué, encore plus. Donc, le grand message, c'est premièrement être toujours, quand on embolise, en flux libre. On met un cathéter 4F, ce que vous voulez qui reste dans le tronc antérieur, et le micro-cathéter. Parce que dès qu'on n'est pas en flux libre, on va ouvrir des anastomoses vers les vésicales, les vaginales, etc. Et vous allez vous faire peur, donc il ne faut pas faire ça. Il faut injecter très doucement au flux. Hein. C'est une embolisation qui est fluidée. Et c'est d'autant plus important qu'il n'y a pas de systématisation dans la vascularisation des fibromes. Ce n'est pas le droit qui vascularise le droit, etc. Donc, ça évite comme ça d'avoir pas mal de soucis ou des reprises trop par le côté gauche, du côté droit, de voir des artères ovariennes. Restez en flux libre. Une deuxième considération qui est importante aussi, c'est que ces patientes, il ne faut pas les irradier inutilement. Donc, j'ai vu dans les topos que vous mettiez, d'abord l'incidence qui permet de bien voir le tronc antérieur, le tronc et l'origine de l'artère utérine, c'est l'oblique homolatéral. Ça, c'est toujours... Et il est indispensable pour bien cathétériser l'artère utérine. Mais après, quand vous embolisez, vous pouvez vous mettre en incidence de face, utiliser des zooms optiques. Et je ne fais pas de graphie pour, je dirais, 80 à 80% des patientes que j'embolise pour des fibromes. J'enregistre des boucles scopiques et ça me suffit. Par contre, dès que je vois quelque chose qui s'allume ou le contraste qui part à un endroit où j'ai un doute, là oui, je le fais, mais pas de façon systématique et répétée. Et un conseil que je pourrais donner, c'est en fin d'examen. En fin d'examen, plutôt que d'attendre 3 mois de voir ou 6 mois l'IRM de contrôle et la patiente en consultation, je fais une acquisition CBCT quand on a ça sur l'utérus. Parce que là, vous voyez si vous avez un bon uptake de tous les fibromes. Par ça, et parfois, comme vous le dites, il peut y avoir une branche ovarienne qui vascularise un fibrome ou dans des conditions d'hémorragie, etc. Tout de suite, vous le voyez. Et ça permet, si c'est dans des conditions d'hémorragie urgente, de reprendre la patiente et sinon d'avoir une idée un petit peu du pronostic. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. Ce que vous avez fait, c'est une prouesse en si peu de temps. Et ça, c'est des petits conseils, un petit peu de vieille technique pour des jeunes qui veulent faire de l'embolisation efficace, sans trop se faire peur, voilà, et peu irradiante. Je pense que maintenant, je laisse la parole à Jean-Luc qui parlera peut-être plus des indications et de la multidisciplinarité. Oui, merci Hélène et merci à vous de vos topos. Hein. Donc je vais rester sur le fibrome hein, pour être dans la continuité de ce qu'on vous a dit. Bon, alors il faut effectivement bien que la patiente soit prise en charge dans un contexte multidisciplinaire, hein, comme vous l'avez bien dit, où le gynécologue est proche du radiologue interventionnel. Il faut savoir aussi, la plupart des gynécologues sont plutôt des chirurgiens. Ils doivent aussi gérer les traitements médicaux. Et on a également des patientes qui sont associées à de l'infertilité. Et donc, on a pas mal d'acteurs autour de la santé de la femme qui finalement sont présents. Et c'est vrai que quand ils sont présents sur un même plateau technique, ça facilite beaucoup la prise en charge, qui peut aller même jusqu'à la réunion de concertation pluridisciplinaire sur les myomes qui sont déjà en place dans certaines structures. Alors, en ce qui concerne les traitements médicaux, vous avez dit qu'ils sont suspensifs, ça veut dire, je ne sais plus comment c'était, c'est un truc dans ce goût-là, c'est-à-dire effectivement que quand on les arrête, la pathologie récidive. Il y a une autre chose aussi qui est particulière, c'est qu'en fait, tous ces traitements sont antigonadotropes. Ça veut dire que tant que la patiente est sous traitement, effectivement, elle est calmée de ses symptômes, mais elle ne peut pas concevoir. Et donc, à partir du moment où vous avez une patiente qui a myome et projet parental, eh bien, ces traitements médicaux ne sont plus accessibles. Et donc, il faut passer à une intervention qui peut être soit une intervention chirurgicale, soit une radiologie interventionnelle. L'autre chose aussi, c'est que les patientes, elles ont toutes des symptômes différents. Et moi, je trouve que les techniques, qu'elles soient radiologiques ou gynécologiques, sont très efficaces sur les saignements. Après, sur le volume, eh bien, ça marche, mais peut-être dans des vitesses
variable en fonction de chaque stratégie. On a des patientes qui ont beaucoup de pesanteur liée à des gros volumes. Et après, il faut voir un peu si toutes les techniques sont égales. C'est assez discuté en termes de régression du volume lorsqu'on a des myomes qui atteignent parfois des tailles assez phénoménales, 10, 15, 20 centimètres, comme on le voit en beaucoup chez les jeunes populations afro-antillaises. Alors, l'autre élément important, c'est l'embolisation chez les femmes en âge de procréer. Alors, et qui ont un projet parental. Il faut savoir que nous avons, avec le CNGOF, la SFR, établi des recommandations qui ouvrent l'embolisation des artères utérines chez les femmes ayant un projet parental. Mais c'est assez récent. Et vous aurez certains de nos collègues gynécologues qui sont encore assez frileux à l'idée d'emboliser les femmes, soit au cours d'un programme d'AMP, soit avec un projet parental. Donc ça, c'est pour vous mettre en garde si vous avez mes collègues gynécologues qui vont pas comprendre parce qu'ils ont encore les anciennes recos qui disaient que c'était pas tout à fait compatible. Donc ça, c'est pour vous dire, comme vous êtes jeune, que c'est pas forcément inné dans les esprits de tout le monde. Moi, ça va parce qu'on baigne là-dedans, mais vous aurez des collègues gynécologues chez qui vous pouvez peut-être avoir plus de difficultés. Après, comme on vous l'a dit, effectivement, à partir du moment où vous êtes face à une femme en âge de procréer et chez qui vous allez emboliser l'artère utérine, il faut être très méfiant vis-à-vis de des fameuses anastomoses et tout le côté technique pour protéger au maximum les ovaires de ces femmes. Alors après, vous avez cité l'étude femme, justement, hein, sur embolisation versus mymectomie. Alors, il y en a plein, il y en a pas plein d'autres, mais il y en a deux autres. Et donc, finalement, avec le groupe de travail, on a colligé les résultats de ces différentes études, dont certaines sont un peu anciennes, pour dire finalement qu'en termes de qualité de vie, bon, il n'y a pas de différence, et ça, vous l'avez souligné, il y a une différence en termes de score, mais de façon globale, il n'y a pas beaucoup de différence. Alors, dans l'étude femmes, il n'y a pas de différence sur des critères de paramètres de fertilité, que sont les dosages d'AMH et autres. Après, nous, on a quand même conclu sur les autres études, en les prenant globalement, qu'il y avait une incertitude sur la fertilité. Donc ça, c'est le message qu'il faut donner. Et on a aussi également dit qu'il y avait un peu plus, il y a un risque de fausse couche, un peu augmenté, parce que ça venait d'une des études un peu anciennes, de Mayonda, qui n'a pas été retrouvée dans les autres littératures. Mais bon, il faut se baser avec les données de la science actuelle. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour les fibromes. Ok, merci beaucoup. Il y avait une question sur le chat, peut-être pour le professeur Vernet, sur la taille des particules, que ce soit pour les fibromes ou l'adénomyose. Est-ce que il y a une taille standard? Est-ce que vous adaptez en fonction de l'une ou l'autre des pathologies ou des situations cliniques? Oui, ben moi, je suis pas partisane des petites particules, par exemple, parce que j'utilise soit des embosphères 500-700 microns, soit des embosènes qui sont supérieurs à 700 microns, voire si c'est de façon standard, 900 microns, avec des dévascularisations sur l'IRM de contrôle qui sont excellentes. Et j'ai jamais vu de particules passer dans les anastomoses, sauf exception d'anastomose directe comme les rares que vous avez montrés. Donc, je pense que d'être supérieur en 500 microns chez une patiente qui a un désir de grossesse, c'est absolument indispensable. Vraiment, ça c'est important. Maintenant, quand on va s'attaquer à l'adénomiose, ça va être un petit peu différent parce qu'on le voit en angiographie, souvent on a des vaisseaux qui sont tout petits, tout fins, et la dévascularisation là peut nécessiter des particules, je dirais, de 500 microns par exemple, mais il faut qu'il n'y ait pas de désir de grossesse si on veut utiliser ce genre de particules avec une efficacité qui est peut-être plus importante et plus pérenne. Après, il y a d'autres points qui sont importants à discuter sur la technique, c'est l'endpoint et ce qu'on veut dévasculariser. C'est-à-dire que
on dit que c'est une embolisation bilatérale quand on a de multiples fibromes, mais parfois, on a une patiente qui a un seul myome ou 2 myomes qui sont vascularisés que par une artère utérine. Et ce n'est pas la peine d'aller emboliser franchement les 2 artères utérines pour ne risquer que des douleurs supplémentaires liées à la dévascularisation myométrale. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment adapter à la patiente, au désir de grossesse et aux formes que l'on a. Quand on a des gros vaisseaux, ce n'est pas la peine d'aller utiliser des toutes petites particules. Et quand on a notamment dans des désirs de grossesse, et moi je travaille à Montpellier avec un centre qui fait de la PMA et qui nous envoie des patientes parce que toutes les patientes ne sont pas accessibles à la myomectomie, et bien parfois on peut aller dévasculariser uniquement les lésions. Il y a un autre point dont on n'a pas beaucoup parlé, ce sont les myomes de type 0, vous l'avez dit, c'est évident qu'il n'y a pas de place pour l'embolisation, mais 1 ou 2. Je pense que parfois on a des myomes comme ça qui peuvent s'évacuer par la cavité. Alors, on peut accoucher d'un myome, on peut aussi avoir des spottings pendant plusieurs mois. Et ça, il faut en parler aux femmes parce qu'il y en a qui ne désirent pas avoir ça, avoir des pertes pendant 1 mois ou 2, d'éliminer les fibromes. Et puis parce que dans le cadre de PMA aussi, parfois, on a peut-être un plus grand risque de synéchie utérine et que ce n'est pas que ce soit une contre-indication, mais quand on travaille avec les gynécologues, on peut décider de refaire une hystéroscopie pour, après le traitement, justement, voir s'il y a des synéchies, voire traiter par, mettons, ablation RF, d'autres traitements, ça c'est pas un bon exemple, mais traiter par voie endocavitaire certaines localisations associées aussi à une adénomiose, à une embolisation. Donc je pense que les traitements, ils ne sont pas exclusifs. Il ne faut pas dire ça c'est une myomectomie, ça c'est une… c'est vraiment dépendant des patientes. Voilà. Merci. Oui, tout à fait d'accord aussi, hein, pour que vous puissiez… alors, vous avez parlé de l'hystéroscopie, mais vous pouvez aussi faire une hystérosonographie pour regarder s'il n'y a pas des synéchies post-thérapeutiques. Alors ça, c'est quand même assez important. Myome type 1, 2, femme en âge de procréer, il faut tester, il faut vraiment s'assurer que la cavité, elle soit propre derrière et qu'il n'y ait pas des séquelles. On le voit un peu, on le voit parfois. Et puis, nous qui démarrons aussi la cryothérapie des adénomyomes, on a une toute petite expérience de 5 femmes là qu'on fait à Bordeaux. Eh bien, on en a 2 qui vont bien, mais qui ont développé des synéchies qui ont été facilement levées après. Et les cryothérapies, du coup, vous les avez faites comment? Par voie hystéroscopique? Ah non, la cryothérapie des adénomyomes, on les a fait en double équipe, avec célioscopie et écoguidage transpariétal. D'accord. Donc je fais la célio et Clément Marcelin est en écho et il fait la cryo, on fait ça ensemble. Ah, c'est propre. Donc faut avoir une bonne équipe gynéco-radio interventionnelle. Merci beaucoup pour la modération et toutes ces informations et ces conseils qui nous permettent à tous, notamment les plus jeunes qui nous écoutent, de pouvoir s'améliorer. Et je pense que on prend de l'expérience au fur et à mesure des années et chaque cas est individuel. Et vraiment, en discutant tous ensemble, c'est comme ça qu'on s'enrichit bien et qu'on apprend à s'améliorer. J'avais une question sur le mode d'antalgie, qui parfois est reproché à l'embolisation, on induit des douleurs, que parfois les 48 premières heures peuvent être très, très pénibles. Est-ce que vous, à Montpellier, est-ce que vous faites systématiquement une rachianesthésie ou est-ce que vous faites une pompe à morphine, un bloc loco-régional? Nous, on a tout essayé. On avait des anesthésistes qui n'étaient pas disponibles, donc on a commencé par faire de la morphine avec du titrage morphinique. Les patientes, donc on avait établi le protocole avec les anesthésistes, mais c'était un petit peu difficile. Elles voyaient quand même les anesthésistes en consultation, elles avaient une pompe à morphine, il y en a qui appuyaient trop, qui étaient nauséeuses, etc. Et puis après, on a essayé de faire de l'ambulatoire. Et là, on avait du mal parce que les patientes, elles avaient pas mal dans le service, mais la nuit après, c'était compliqué. Et même avec des infirmières, avec qui venaient le lendemain, qui injectaient, etc., elles étaient quand même un petit peu algiques. Actuellement, j'ai la chance de travailler avec des anesthésistes qui font des rachianesthésies. Et c'est vraiment très, très confortable parce que ça dure vraiment longtemps. Donc, ce n'est pas des péridurales, c'est des rachianesthésies, ça dure 8 heures.
Je sais qu'à Bordeaux, ils en font aussi beaucoup. Et c'est ce qui, pour les patientes, moi, m'a apporté le plus de confort. Les blocs, comme vous l'avez décrit, sont faisables, mais la durée est un petit peu plus courte. Et il y a toujours cette période de la nuit qui est un peu difficile. Donc, pour moi, le fibrome en ambulatoire, franchement, les patientes, elles ont mal, hein. À moins d'être vraiment très, très shootées de morphinique, de tramadol, de trucs et tout, elles sont un peu, enfin, pas très alertes. Et le plus confortable pour les patientes, c'est actuellement ce qu'on fait, c'est quand on peut, c'est l'arachis-anesthésie. Et c'est ce qui permet le mieux de passer le cap sans avoir de douleur très importante. Mais le reste est possible, hein. Mais il y a l'arachis-anesthésie, ça marche avec toutes les patientes. La morphine, quand elles sont suffisamment cortiquées, éduquées, qu'elles comprennent, voilà, elles vont appuyer bien comme il faut. Il faut qu'il y ait une adhérence de la patiente qui évalue sur une échelle EVA. Ça marche très bien aussi. Mais ce n'est pas le cas de toutes les patientes. Il y en a, quand elles commencent à avoir mal, vont beaucoup, beaucoup appuyer et ce sera plus délicat. Donc, c'est dans tous les cas quelque chose qu'on fait en collaboration avec les anesthésistes. Soit ils sont présents en salle, ils font une arachie juste avant, etc. Soit sur les protocoles qu'on met en place, mais avec un petit peu ces difficultés liées au profil des patientes. Voilà. Merci. Bon, après, si vous avez fini sur les myos, il faut peut-être dire un petit mot sur la cryo. Alors, sur la cryo, alors nous, on a l'expérience de la cryo Oui, bien clairement. l'endométriose pariétale, à l'époque où François Cornélis était à Bordeaux. On n'a pas l'expérience sur la cryothérapie, les cryoablations des tumeurs mammaires bénignes. Après, moi, en tant que chirurgien, les indications de traitement des adénofibromes sont les adénofibromes symptomatiques, avec une douleur ou un gros volume qui provoque une déformation du sein. On a souvent des jeunes femmes de 30 ans, assez jeunes, ou alors, moins jeune, un adénofibrome qui a des signes de suspicion, soit clinique, soit en imagerie, avec une évolution, par exemple, atypique en postménopause. Sur les deux premiers critères, symptomatique, douleur, gêne liée au volume, déformation, vous nous indiquez qu'il y a une augmentation de taille transitoire. Et effectivement, ça, c'est pas très agréable parce que les patientes, elles viennent pour justement ces volumes, cette douleur et cette gêne. Et alors, là, ma question, c'est en combien de temps ça régresse pour que les patientes soient satisfaites de leur cryoablation? Alors, en général, ça prend plusieurs mois, voire souvent les résultats commencent à apparaître à 1 an. Et donc ça, c'est pour ça que c'est très compliqué parce que elles viennent pour des adénofibromes symptomatiques et le peu de cas qu'on fait, en tout cas, nous, c'est vraiment un refus catégorique de la chirurgie. Et c'est des patients qui refusent la chirurgie, toute prise en charge chirurgicale et qui nous demandent vraiment un traitement conservateur et qui comprennent ça. Mais la majorité, quand on leur explique que de toute façon, on va traiter le nodule qui viennent pour un nodule symptomatique sur la taille, en général, quand on leur explique que derrière, il va grossir, elles disent OK pour la chirurgie. Donc, D'accord, donc il faut qu'elles soient patientes et qu'elles attendent plusieurs mois avant d'avoir un résultat. c'est ça. Après, Il faut ça va vraiment qu'elles beaucoup, soient hostiles à la chirurgie. alors. ça va beaucoup dépendre de la taille du fibroadénome, hein. Pour un petit glaçon, ça va pas prendre si longtemps que ça, hein. C'est plus vous allez faire un gros glaçon, bah, plus la réaction inflammatoire et la cicatrisation entre guillemets sera longue. Mm. Mais sur des petits, mais bon, après, c'est pas ceux-là généralement qui sont indiqués pour ce genre de traitement, c'est vrai. Et après, il y a aussi une composante, c'est que les patientes sont aussi différentes dans leur sensibilité au toucher. Et donc, nous, on a vu, typiquement pour les creux d'endométriose, il y a des patientes qui avaient un peu de cytostéatonécrose, toute petite, hein, sur 1 cm, et qui se plaignaient énormément, parce qu'elles pensaient vraiment ne rien sentir du tout. Et à côté, on a des patientes qui ont des nodules parfois qui font 3 à 4 cm qu'elles sentent pendant plusieurs semaines, ça ne les dérange pas plus que ça. Donc, Alors sur l'endopariétal, bon là on a un petit peu plus l'expérience avec. Alors le traitement médical, il n'est pas extraordinaire hein, sur ces nodules alors qu'ils sont isolés. Nous on va l'utiliser un petit peu plus quand il y a une forme associée, c'est-à-dire endométriose pariétale avec endométriose profonde ou péritonéale, parce que il est un petit peu décevant. Au début de notre expérience, on les pré-traitait avec 3 mois d'agonistes. Et puis, le résultat est un peu aléatoire. Alors, dans votre étude, elle est intéressante. Vous avez essentiellement évalué la douleur. Et la douleur, effectivement, je suis d'accord avec vous, le résultat est très bon. Là où il manque, à mon avis, des informations, c'est sur la régression du volume. En fait, les patientes que je vois après traitement, j'ai le sentiment que l'effet est très intéressant sur le volume,
mais sur la douleur, mais il reste souvent un volume résiduel. Et on part éventuellement d'une prune pour arriver à un noyau de cerise. Et ce volume résiduel les gêne pas trop. Donc, est-ce que vous avez aussi ce retour d'expérience sur Oui, des oui. Ah régressions de bah, cellules parfois partielles avec un résultat fonctionnel intéressant? tout à fait. En fait, en fait, il y a vraiment, chaque cas est différent, bien évidemment. Généralement, quand le nodule est palpé avant l'intervention, ça veut dire que soit il est gros, soit il est superficiel et il y a quand même de fortes chances pour que la patiente continue de palper un nodule après l'intervention. Donc ça, moi, je les préviens toujours en consultation et donc c'est pas une surprise pour elles d'encore sentir ce nodule. Et c'est là je pense que c'est ça qui est important. Si elles savent dès le début que, bah oui, on va pas retirer de la matière, elles peuvent encore palper le nodule a posteriori, et ben tout de suite, l'impact psychologique sur le fait de palper encore quelque chose, s'il est complètement indolore, ça ne va pas les gêner du tout et ça sera plus vraiment un sujet. Après, pour ce qui est du volume en question, ça n'a pas été évalué sur l'étude et ça mérite tout à fait, bien sûr, d'être évalué. Moi, j'ai remarqué de notre expérience qu'il y avait une certaine variabilité entre les patientes. Ça veut dire que c'est difficile de prévoir à l'avance quelle va être la régression du nodule. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est bien évidemment, et ça c'est du bon sens, plus le nodule est gros, et ben, plus il y a de chances pour que derrière, il reste un nodule visible. Voilà. Mais après, j'ai vu des patientes qu'on a traitées pour des nodules de 3 cm, chez qui il reste quasiment plus rien, et chez d'autres, chez qui il reste une plage fibreuse qui fait 2 cm, quoi. Donc, c'est très difficile mais c'est quelque chose à évaluer. C'est vraiment il y a plein de choses à évaluer, en fait, dans ce traitement. Il n'y a pas beaucoup d'études, en fait, sur le sujet. Et vous avez les volumes avant et après, donc vous allez pouvoir les retrouver assez Oui, oui. facilement et faire des corrélations avec les scores EVA. Et vous verrez probablement que c'est très, voilà, ça va être compliqué à interpréter, mais c'est ça Ouais. justement qui est intéressant. Parfait, donc bon, on est un peu au-delà des temps, mais on a commencé un peu avec retard. Et puis bon, la discussion était relativement nourrie, notamment sur les fibromes, on l'a bien compris. Merci en tout cas beaucoup d'avoir répondu présent, que ce soit l'équipe de Tenon et puis les modérateurs. Pour le chat, il n'y a plus de questions. Donc nous, on vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau webinaire. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, il y aura le replay qui sera disponible prochainement. Et puis, on vous dit bonne soirée et puis à très bientôt. Bonne Merci à soirée. tous. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. À bientôt. Velum. Velum.